Bonsoir, nous sommes le mercredi 24 février. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale avec nos invités, mais également les journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres de cette édition. Et ce week-end s'ouvre à Paris la 53e édition du Salon de l'Agriculture. À Jouy-en-Josas, la ferme de Viltin se prépare pour l'événement, un rendez-vous important auquel elle participe pour la 28e fois. Et le Salon de l'Agriculture s'apprête à ouvrir ses portes, je vous le disais, sur fond de colère des agriculteurs. Partout en France, ils se mobilisent et dénoncent leurs conditions de travail et la politique à laquelle ils sont soumis. Pour nous en parler ce soir, Christophe Lerebourg, président de la commission économique et élu de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France, et Christophe Robin, président des jeunes agriculteurs du canton de Saint-Arnoux. Enfin, Povidian, une entreprise élancourtoise, a reçu le trophée Solutions Climat lors de la dernière COP21. Son invention s'appelle Sagesse, une station électrique autonome destinée à des sites isolés. Retour sur le projet dans notre chronique. Et le Salon de l'Agriculture commence ce samedi 27 février. Plus de 1200 éleveurs sont attendus. Parmi eux, les équipes de la ferme de Viltin, qui est située à Jouy-en-Josas. L'entreprise familiale, connue pour ses produits laitiers, participe chaque année à cet événement, un moyen pour eux d'aller à la rencontre de leurs clients, particuliers ou entreprises. Mélanie Poquet et Camille Lambert. Cette année, normalement, on devrait avoir 2 ou 3 petits veaux, notamment un de cette couleur-là et un de cette couleur-là. Donc on a un petit veau qui a une couleur marron. C'est la même race, c'est de la Prime-Holstein. L'idée, c'est que voilà, on a des gènes de temps en temps, on a des petites surprises, des bonnes surprises comme celle-là, avec des jolis veaux marrons. Leur troupeau produit 3,5 millions de litres de lait par an. La ferme de Viltin en transforme 30% en fromage blanc, lait de consommation et en yaourt. En octobre dernier, l'entreprise familiale se dote d'une nouvelle laiterie. Elle souhaite atteindre le million de yaourts par an. En fonction des clients, on peut avoir un client qui va avoir 4 cuisines centrales en Île-de-France. On va toucher 150 communes, juste avec ce client-là. On va avoir en litres de lait jusqu'à 9000 litres qui passent dans la laiterie à la journée. Ça, c'est un objectif qu'on s'est fixé dans notre développement de la laiterie. Donc il n'est pas encore atteint, évidemment, mais ça peut être un pic qui est atteint en fonction des jours. Ces produits vendus au marché de la ferme seront présentés à la porte de Versailles. Le salon de l'agriculture est un moyen pour eux de se faire connaître du particulier comme du professionnel. Pour nous, c'est une grande force. On va avoir une visibilité qui est très grande. On accueille des milliers de spectateurs sur notre stand, soit par la vente de produits locaux, donc nos produits, soit par des petits jeux qui sont sur place. La ferme de Viltin sera parmi le millier d'exposants présents sur le salon. Celui-ci ouvre ses portes le samedi 27 février. Les veaux vous attendent jusqu'au dimanche 6 mars. Et cette 53e édition du Salon de l'Agriculture, qui je le rappelle se déroule du 27 février jusqu'au 6 mars, s'ouvre sur fond de colère des agriculteurs. Dimanche 21 février, au soir, plusieurs dizaines d'éleveurs en colère ont manifesté devant le domicile du ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, au Mans et partout en France. Les agriculteurs crient leur détresse. Alors qu'en est-il pour les agriculteurs en Île-de-France? Pour nous en parler ce soir en plateau avec moi, 2 invités. Christophe Lerebourg, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la commission économique et élu de la Chambre d'agriculture Île-de-France, et Christophe Robin, Bonsoir. président, bonsoir, des jeunes agriculteurs pour le canton de Saint-Arnoult en Yvelines. Vous êtes également tous les deux éleveurs de volailles et agriculteurs pour les céréaliers. Exactement. On peut dire. Alors aujourd'hui, la colère des agriculteurs vient du fait qu'ils ne peuvent plus vivre de leur profession, on peut le dire. Je m'adresse d'abord à vous, Christophe Lerebourg. Est-ce que c'est une question de prix imposés qui sont trop bas? Quel est un petit peu le bilan que vous faites de cette situation? Si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes dans une grande problématique. C'est que dans les années 90, on a demandé à l'agriculture française de rentrer dans le marché mondial qui était les accords du GATT à l'époque. Donc aujourd'hui, les produits qui sont donc nos céréales sont directement impactés par un cours mondial. Donc malheureusement, la France ne pourra pas agir sur les cours mondiaux qui sont extrêmement bas depuis 2 ans. Simplement, c'est que notre grande revendication aujourd'hui, depuis je dirais 4 ans, c'était d'une baisse des charges très importante au niveau français. Alors que ce soit des baisses de charges au niveau social, que ce soit des baisses de charges au niveau fiscal, que ce soit des mesures environnementales beaucoup moins strictes, pour qu'on soit à peu près à la hauteur de nos collègues européens.
notamment les Allemands, les Italiens, les Hollandais, pour qu'on ait, je dirais, les mêmes armes pour nous battre. Et c'est ça qui peine, c'est que la France n'a fait aucun effort depuis 4 ans et on est aujourd'hui dans la situation qu'on connaît actuellement, situation catastrophique. Christophe Roy, je vous voyais acquiescer pendant la réponse. Voilà, vous partagez cette idée? Complètement. Là, on peut constater qu'on a eu une baisse d'à peu près 25% de nos aides PAC et ça impacte directement nos exploitations agricoles. Et aujourd'hui, on est vraiment dans la crise parce que voilà, j'avais noté l'exemple d'un jeune agriculteur qui s'installait sur une moyenne de 100 hectares en 2013. Il va perdre 32% de son revenu disponible. Voilà, et comme le disait Christophe, vis-à-vis de nos voisins allemands, on a un écart d'aide de l'ordre de 150 € hectare. Donc c'est quand même très très important. Voilà. Est-ce que vous êtes tous les deux aussi dans la profession en Ile-de-France? On voit beaucoup le problème, surtout en Bretagne, on entend beaucoup parler. Est-ce qu'en Ile-de-France, les agriculteurs sont aussi concernés autant? Oui, malheureusement, pour vous donner quelques chiffres très rapides, il faut savoir qu'en Ile-de-France, je dirais pratiquement un agriculteur sur 10 gagne moins de 4 800 € par an, chiffre du ministère de l'Agriculture. Donc c'est une catastrophe économique pour le monde céréalier et le monde, je dirais, de l'élevage, le monde du maraîchage, parce que en Ile-de-France, on est quand même, je dirais, plusieurs agricultures. On est une agriculture céréalière notamment, bien sûr, mais on a des maraîchers qu'il ne faut pas oublier. On a quelques élevages encore, notamment Christophe qui fait de la volaille. Et donc, les chiffres qu'on nous donne aujourd'hui sont affolants. Depuis 2 ans, nous avons l'avant-dernière place au niveau des revenus au niveau national. Ça veut dire qu'on est à moins de 15 000 € par an. Et alors que le ministère de l'Agriculture considère toujours le monde céréalier comme je dirais, une agriculture sans problème, alors que ce n'est vraiment pas du tout le cas et ça nous inquiète fortement. Vous, Christophe Rollin, vous êtes éleveur de volailles. Est-ce que, oui. Au jour le jour, ce sont des problèmes auxquels vous êtes confrontés? Bon, alors ça reste une marge de mon activité, mais c'est à la marge. Mais c'est vrai que c'est un problème. Aujourd'hui, le nombre d'agriculteurs sur l'Île-de-France, ça représente, de diversifier dans des ateliers avec de l'élevage, ça représente 1/5 des exploitations. Aujourd'hui, les éleveurs de volailles sur l'Île-de-France, on est 10% à peu près. Aujourd'hui, sur un atelier comme le mien, on est diversifié, on est proche du public, c'est différent. Mais il faut savoir que sur l'Île-de-France, il y a une baisse du nombre il y a une raréfaction des acteurs de la filière, des industriels, des abattoirs. Il y a l'aspect aussi sociétal qui fait qu'aujourd'hui on n'est pas forcément bien vu de la population, les odeurs, les contraintes. Aujourd'hui c'est compliqué parce que les gens ont des attentes au niveau de l'élevage et puis ils ne veulent pas les contraintes. Donc c'est quand même assez compliqué. Il y a un problème aussi de concurrence au niveau des prix, au niveau de la grande distribution. C'est ça aussi une des revendications, un des problèmes qui est soulevé? Alors bien sûr, si vous voulez, il faut savoir qu'en France, on distingue 2 grands secteurs. On a le secteur, je dirais, des céréales, que je connais très bien, un secteur qui est organisé depuis pratiquement 60 ans, où je dirais toute la filière sait exactement les contraintes. On sait donc régir au niveau de notre filière la problématique prix. Et donc on arrive à se sortir de certaines situations compliquées comme aujourd'hui, mais avec des difficultés, mais on arrive à gérer notre marché. Et après, vous avez le marché, je dirais, de l'élevage, un marché beaucoup plus compliqué avec des abattoirs, avec des gens qui traitent, je dirais, des produits, avec des négociants, etc. Et c'est un marché qui n'est pas encore complètement organisé. Et là, le nombre d'intervenants qui arrivent dans ce marché, je dirais, pollue la vision du coût réel des produits agricoles. Et les agriculteurs n'arrivent plus à s'y retrouver. Les éleveurs ne savent plus où part la marge. Et c'est ça qui est compliqué pour eux aujourd'hui, c'est que tout le monde se sert. Et les derniers à récupérer le peu qui reste, c'est le monde agricole. Et ça ne peut plus durer. Vous êtes président aussi des jeunes agriculteurs du canton de Saint-Arnoult. Quel est un peu le ressenti? Est-ce que vraiment il y a un ras-le-bol des jeunes? Il y a de moins en moins de jeunes qui osent se lancer ou reprendre peut-être Il y a un ras-le-bol, c'est clair, par rapport à tout ce que vient d'évoquer Christophe, sur les cours, je veux dire, on se pose des questions aujourd'hui. Moi, j'ai des jeunes qui viennent me voir et ils me disent waouh, quand on voit les cours des céréales, parce que voilà, la dominante, elle est quand même céréalière, on se pose des questions. Est-ce qu'il faut s'installer? Parce que bon, quand en ce moment, on a des cours, là, j'ai reçu tout à l'heure, c'était 130 € la tonne pour le blé. Enfin, on couvre pas du tout nos coûts de production, quoi. Donc ça. Voilà, on se pose des questions. Alors c'est vrai que l'agriculture a toujours vécu des crises, donc il faut savoir regarder sur le long terme. Mais ça n'empêche que moi j'ai des jeunes qui s'installent encore sur de la filière élevage. Donc faut rester courageux et miser sur
sur de l'aspect local, sur du direct avec des clients de proximité. Ça, c'est une petite partie, c'est un peu un marché de niche, on peut-être Tout à fait. pas trop tout miser là-dessus, mais le gouvernement est alerté depuis longtemps sur ces problèmes. Pourtant, là, ce qu'il propose, justement, il y a des nouvelles aides qui ont été proposées en fin janvier, donc il y a un montant de 290 millions d'euros, également un plan plus vaste et une baisse des charges sociales. Est-ce que c'est suffisant ? C'est des pansements. Tu réponds, Christophe. C'est des pansements. Aujourd'hui, c'est la filière entière qui est. Il y a un problème structurel. Aujourd'hui, c'est pas suffisant, quoi. C'est pas suffisant. Il faudrait revoir les choses. Aujourd'hui, comme disait Christophe tout à l'heure, on travaille. On est sur des cours mondiaux. On est sur on a créé l'Union européenne. À l'origine, c'était pour la PAC, et on n'a rien fait d'autre depuis. Donc on a des problèmes de distorsion de concurrence. On travaille pas. Comme tu le citais tout à l'heure avec nos collègues européens, on est complètement à côté. Et justement, pourquoi en Allemagne ou en Italie, les agriculteurs s'en sortent mieux ? Ils ont réussi à mettre en place une politique différente ? Bien sûr, si vous voulez, lorsqu'on prend la PAC, ça veut dire politique agricole commune, aujourd'hui elle n'a plus rien de commun dans nos pays européens. Ça veut dire qu'il y a des distorsions de différence et de concurrence à tous les niveaux. Donc au niveau de nos aides, un agriculteur allemand ne va pas avoir les mêmes aides qu'un agriculteur italien, qu'un agriculteur français. Ils ne vont pas avoir les mêmes charges sociales. Donc il y a des charges qui sont faramineuses au niveau national française. Et par contre, en Allemagne, si vous voulez, vous avez les problèmes des Polonais qui viennent travailler, des Roumains qui viennent travailler, des distorsions de concurrence sur des produits qui demandent beaucoup de main-d'œuvre, notamment dans l'élevage ou dans le maraîchage. Donc toute cette politique qui n'a plus aucun sens au niveau européen, eh bien, chacun joue le jeu de son propre pays. Et la France a perdu de vue que l'agriculture française était un secteur très important de son économie et pense qu'en mettant des pansements sur des problématiques comme aujourd'hui, ils vont réussir à sortir l'agriculture française dans l'ornière où elle se trouve. Et c'est vraiment la plus grosse erreur qu'on fait. Par exemple, je vais vous donner un simple exemple. Là, le ministre de l'Agriculture a annoncé une baisse des charges sociales pour les exploitations agricoles. C'est bien gentil, simplement il faudrait qu'on ait un revenu. C'est exactement pareil si on annonce une baisse des impôts, mais si personne ne gagne d'argent, eh bien, il n'y a rien à gagner. Et donc aujourd'hui, c'est trop tard. Même au niveau, je dirais, si vous voulez, le monde agricole, ça a toujours été comme ça. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des bonnes années, il y a eu des mauvaises années. Là, on est dans le cycle des mauvaises années. Il aurait fallu, et ça fait très très longtemps, ça fait 25 ans qu'on le demande à nos gouvernants, c'est lorsqu'il y a des bonnes années qu'on puisse provisionner, qu'on puisse se servir de cet argent pour justement des années qui sont compliquées comme en ce moment, qu'on puisse se servir de cette trésorerie. Personne n'entend ce genre de discours. C'est catastrophique. Le gouvernement, de nombreuses personnalités politiques vont profiter du salon de l'agriculture qui s'ouvre en fin de semaine pour venir voir les agriculteurs. C'est l'occasion de mettre en lumière justement la situation des agriculteurs. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir peut-être des événements qui vont se passer ? Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à des coups d'éclat ? J'en sais rien. Aujourd'hui, il n'y a rien que... J'en sais rien. C'est vrai que le salon, ça a toujours été une vitrine pour le monde de l'agriculture. On a nos amis éleveurs qui sont plutôt très concernés puisqu'ils travaillent toute l'année pour présenter leurs bêtes. Ça me paraît compliqué de perturber ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des revendications, donc il y aura peut-être des événements quand même, je ne sais pas. Le pire, c'est qu'en fin de compte, c'est un salon notamment pour les éleveurs, que ce soit les éleveurs eux-mêmes qui prennent en charge, je dirais, leur mécontentement dans ce salon, qui est leur vitrine. Et là, on ne connaîtra pas, le fin mot d'histoire, parce qu'il peut y avoir des débordements qui seront incontrôlables. Ce sont des gens qui sont au bout du rouleau. Il faut le savoir, ce sont des gens qui sont aujourd'hui en train de perdre leurs entreprises et qui n'ont même pas de salaire à la fin de l'année. Donc, vous savez, les gens, quand ils sont au bout du rouleau, on ne sait plus trop comment ça se termine à la fin. Est-ce que peut-être, pas forcément au salon de l'agriculture, mais après, il y aura peut-être d'autres actions, notamment en Ile-de-France ou sur Paris, justement, des éleveurs d'Ile-de-France pour montrer leur colère et continuer justement ces revendications par rapport au gouvernement ? On verra. Aujourd'hui, on n'a pas plus d'éléments. Donc, je ne sais pas, il devait y avoir une rencontre avec le ministre délégué européen, avec le président. Donc, Si vous voulez, aujourd'hui, la France n'a rien obtenu de Bruxelles. Il faut savoir que donc, le ministère de l'Agriculture, je ne sais pas comment il négocie au niveau européen, mais bon, a priori, ça ne se passe pas toujours très très bien. Il va falloir surtout que la France arrête de nous asservir avec des normes qui sont complètement délirantes. C'est-à-dire qu'on est le seul pays européen à avoir des normes au-dessus des normes européennes. Au-dessus des normes européennes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, Christophe, pour avoir un abattoir dans son élevage, c'est impossible. Pour transformer des produits alimentaires en France, c'est impossible. On a des normes environnementales. Là, par exemple, j'ai un maraîcher qui m'a appelé, qui m'a dit on ne peut plus faire d'oignons blancs en Ile-de-France
parce que le ministère de l'Agriculture a décidé que l'oignon blanc était rattaché au poireau. Et donc, du coup, une multitude de produits qu'on utilisait pour faire de l'oignon blanc, comme on utilise partout en Europe, eh bien, on ne peut plus le faire parce qu'il y en a un qui a trouvé que l'oignon blanc, ça ressemblait à un poireau. Énormément de... On marche sur la tête, quoi, voilà. En tout cas, merci messieurs d'être venus sur le plateau, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre analyse. Je le rappelle, la 53e édition du Salon de l'Agriculture, peut-être on vous retrouvera, c'est du 27 février au 6 mars. Tout autre sujet, à présent, nous allons parler santé. À l'occasion des vacances, vous allez peut-être en profiter pour aller chez le coiffeur. Et sachez-le, la manière de couper vos cheveux pourrait avoir une répercussion sur votre bien-être intérieur. C'est en tout cas l'objectif de la coupe de cheveux énergétique. Cette pratique agirait sur la libération de mémoire cellulaire du corps. Aux Clés-sous-Bois, Sophie Lebouc pratique la coupe énergétique de manière professionnelle et elle a accepté de nous ouvrir les portes de son cabinet. Regardez. Je vais faire passer une vibration en montant comme ça votre cheveu. C'est une méthode qui peut paraître tirée par les cheveux, mais ici, on les coupe plutôt en 4. Sophie Lebouc pratique la coupe énergétique depuis 8 ans, une technique de bien-être psychocapillaire. C'est premièrement faire de la musique avec les cheveux, voilà, et c'est travailler sur la déprogrammation cellulaire. Donc le principe, en fait, c'est de tendre les cheveux, donc les cordes, et d'émettre une vibration avec mes coupe-choux. Les coupe-choux sont les lames utilisées par Sophie pour tailler les cheveux, des lames de 7 cm représentant 7 notes de musique par la vibration au contact du cheveu. Cette vibration, elle va aller aussi contacter le cortex. Donc le cortex, c'est la membrane qui entoure les 2 lobes du cerveau, ça va passer par les oreilles internes et ça va passer par le liquide céphalo-rachidien. C'est pour ça que ça fait partie en fait des techniques où le mental ne peut pas intervenir. C'est le corps qui lâche ce qu'il peut au moment où il peut. Le cheveu est ici érigé en baromètre du corps pour calmer ou stimuler les organes. C'est vrai que le cheveu, c'est le baromètre, justement parce qu'il pompe le sang, il se nourrit du sang. Donc, suivant si on est en carence, si on a un problème, il faut savoir quand même que le cheveu, quand il y a un problème au niveau d'un organe ou un viscère, le cheveu, lui, c'est le premier au courant parce que le sang, il est vicié. Et donc, le cheveu, lui, il le sait déjà. J'ai détesté les coiffeurs longtemps parce qu'ils vous écoutent pas, ils vous entendent pas. Quand je sors d'ici, je vais mieux. Donc c'est quand même plutôt agréable. Ce qui devrait être l'ordinaire d'un coiffeur, mais ce qui n'est pas. La coupe énergétique, une technique française inventée par Rémi Portrait qui est pour l'instant le seul à dispenser cette formation. Une méthode basée sur l'écoute du corps pour une meilleure harmonie et bien-être. Santé toujours, la peinture a pris ses appartements à l'EHPAD du Ménil-Saint-Denis depuis la semaine dernière. L'établissement propose depuis quelques années déjà des expositions à ses résidents. Ce mois-ci, c'est le peintre ménilois Michel Pédron qui expose une trentaine de ses œuvres. Atteint de sclérose en plaques depuis une vingtaine d'années, c'est pour lui une manière de faire découvrir son art au public et d'apporter également de la couleur aux résidents. Un reportage signé Camille Lambert. Un coup de pinceau qui rappellerait presque celui des impressionnistes. Il ne s'agit pas d'un peintre du 19e siècle, mais de Michel Pédron. Sensible à la nature, Michel a représenté le quotidien des fermes et les animaux, mais son tableau préféré, c'est celui du Bélem. C'était une commande. Mon frère m'avait toujours demandé de lui faire une marine. Alors je lui ai fait une marine, mais comme je suis amoureux du Bélem, je lui ai fait le Bélem. Et c'est sûrement pour ça que c'est ce que je préfère. Je les ai gonflés pour montrer que c'était une mer vraiment agitée. Et aussi la mer, je l'ai fait un petit peu trop mouvementée, mais c'était volontaire. Atteint de sclérose en plaques depuis une vingtaine d'années, Michel Pédron voit dans la peinture un moyen de s'échapper. Il a créé ses premières toiles en 1974 et a persévéré malgré une maladie endommageant le système nerveux. L'EHPAD Le Fort-Manoir lui servira de salle d'exposition pour la première fois pendant un mois. L'objectif, rendre l'art plus accessible aux résidents. Dans notre établissement, les personnes ont beaucoup de difficultés à se déplacer, à sortir vers l'extérieur. Et donc là, c'est l'opportunité finalement de faire venir l'extérieur dans l'établissement. C'est aussi promouvoir des artistes locaux, en fait, leur permettre d'exposer dans notre résidence, qui est quand même un très beau bâtiment. À cause de sa maladie, Michel ne peint plus depuis 2013. L'un de ses derniers tableaux représente un portrait de son père. Pour autant, il ne souhaite pas abandonner et envisage même d'essayer de peindre avec la bouche. L'exposition est ouverte au public jusqu'au 13 mars.
Et en décembre dernier se tenait à Paris la COP 21, la conférence internationale sur les changements climatiques. À cette occasion, Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, a remis les trophées Solutions Climat à 3 PME. L'une d'entre elles, Povidian, est basée à Saint-Quentin en Yvelines et c'est Mélanie Poquet qui va nous en parler. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. Alors, ces trophées récompensaient, je cite, les meilleures solutions en matière d'atténuation et ou d'adaptation au dérèglement climatique. Povidian, l'entreprise saint-quentinoise, a reçu le trophée dans la catégorie atténuation. Leur solution primée s'appelle Sagesse pour Smart Autonomous Green Energy Station. C'est Jean-Michel Bourget, il est l'associé et directeur technique de l'entreprise qui en est à l'origine. La station, alors, Sagesse, permet de fournir de l'électricité à des sites isolés. Actuellement, dans le monde, il faut savoir que plus d'1 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité, que ce soit pour des questions de coût, mais aussi d'isolement. Alors, Sagesse fonctionne aux énergies renouvelables, le vent et le soleil notamment. Elle est complètement autonome et a une puissance de 100 à 200 kW. Alors, mais si un jour, par exemple, Mélanie, il n'y a pas de vent ou il n'y a pas de soleil, comment ça se passe? Est-ce que la machine fonctionne quand même? La machine fonctionne quand même parce qu'en fait, Sagesse stocke de l'électricité qui n'est pas utilisée lorsqu'il y a des ressources renouvelables. Ça va être stocké dans une chaîne à hydrogène. Mais le plus simple, c'est d'écouter Pierre Langer. Il est le président et fondateur de Povidian. Il vous l'expliquera bien mieux que moi. Lorsque cette énergie arrive, on va commencer par un électrolyseur qui va faire l'électrolyse de l'eau. C'est quoi l'électrolyse de l'eau? L'eau, vous savez, c'est H2O. Et donc l'électrolyse de l'eau, c'est que l'énergie excédentaire va permettre de casser de l'eau, c'est-à-dire à partir d'un petit réservoir d'eau qui est dans la station, on va en sortir de l'hydrogène, on va fabriquer de l'hydrogène grâce à cette énergie excédentaire au lieu de la perdre. Et donc cette eau va se transformer en oxygène et en hydrogène. Et cet hydrogène sera ensuite stocké sur place dans des bouteilles ou des réservoirs composites. Il restera inerte aussi longtemps qu'on le souhaite. Et quand le vent et le soleil ne seront vraiment plus disponibles, c'est une pile à combustible qui fournira l'électricité. Alors l'une de ces machines est déjà installée, on la trouve notamment en haute montagne dans un refuge dans le parc de la Vanoise en Savoie. Et c'est plus précisément au refuge du col de Palais. Alors à l'image, on va voir l'installation de Sagesse. Le refuge, lui, est situé à 2600 mètres d'altitude dans un site sauvage. C'est la première installation de l'entreprise. Chez nous, à Saint-Quentin en Yvelines, Povidian est présente sur le site d'Airbus Defence and Space au parc d'activités Pissalou d'Elancourt. Alors si au début, elle était rattachée à Airbus, la société en elle-même a été créée en 2014. L'année 2015, ça a été l'année de la création de la structure, de la création de l'équipe, de l'embauche des personnes, puisque nous avons embauché en un an 13 personnes et que nous avons mis au point, commencé bien progresser dans l'industrialisation de la solution, passer d'un prototype à une solution opérationnelle. Alors est-ce que la machine Sagesse peut être installée chez des particuliers? Pour le moment, non. Ça s'adresse surtout aux entreprises et aux collectivités. Ça peut même être adapté au monde militaire comme au monde civil. Et le prochain chantier de Povidian, Florane, ce sera au cœur du cycle de Mafat à La Réunion. Merci beaucoup Mélanie pour ces informations. On passe tout de suite à la culture avant de refermer ce journal. Après un premier succès avec Le Loup est revenu, la compagnie Nomadesque poursuit son envol avec Le Chaboté, une pièce jeune public revisitée pour l'occasion. Ils étaient au Théâtre Espace Coluche de Plaisir lundi 22 février pour une représentation scolaire. Séphora Namani et Fanny Bourdillon. Yes, baby. Joyeusement burlesque. Le Chaboté, ce conte de Charles Perrault, fait l'objet d'une nouvelle adaptation drôle et décalée. L'histoire est respectée, mais de nombreuses variantes théâtrales, mêlées à des effets vidéo et ombres chinoises, font revivre ce conte de 1695. C'est vraiment l'histoire du Chaboté qui a été un petit peu arrangée. Il se trouve que la princesse, elle a des tocs, elle a un peu Gilles de la Tourette. Notre Lulu, il n'est pas hyper futé. Voilà, on a notre roi qui est sourd d'oreille, qui entend tout de travers. Donc voilà, on a des personnages qui sont un petit peu plus caricaturaux, je dirais. Mais on est sur la même histoire avec l'ogre à la fin. On ne sait pas s'il va être mangé ou pas. Les costumes hauts en couleur, les dialogues cocasses et percutants, les situations délirantes ainsi que l'interaction forte avec le jeune public expliquent le succès du Chaboté. Une recette gagnante, déjà pour le spectacle Le Loup est revenu, est devenue signature de la compagnie Nomadesque créée en 2002.
c'est du comique de répétition, du coup les enfants adorent, puis ils participent beaucoup. Et puis c'est du théâtre. Il y a pas beaucoup de spectacles de théâtre vraiment à Paris pour les enfants. Il y a beaucoup de spectacles musicaux. Là, on est vraiment que sur du théâtre. C'est un vrai boulevard pour enfants. Je pense que c'est ça qui plaît. Il y a aussi les parents rigolent beaucoup. La compagnie Nomadesque et son spectacle Le Chaboté poursuivent leur tournée en France et leur représentation au théâtre parisien de l'Alhambra jusqu'au 6 mars prochain. C'est à présent la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous restez avec nous. Vous avez rendez-vous avec Sephora Namani pour Kiosque, votre magazine culturel sur Saint-Quentin en Yvelines. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.